Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. 30 août 2013, Saint-Ouen. Mamadou Magasuba, éducateur apprécié de tous et boxeur professionnel, disparaît. Valérie Bouvard, la policière en charge de l'affaire, suspecte un enlèvement. Aiguillée par le frère du disparu, elle rencontre rapidement quelqu'un qui dit être un proche de Mamadou. Récit de cette enquête de haute volée. Vous écoutez Une enquête dans la peau, dernier round. Première partie. Je m'appelle Valérie Bouvard, j'ai 45 ans, je suis flic. J'ai travaillé pendant 15 ans en Seine-Saint-Denis, dans le 93, le département le plus criminogène de France. J'ai enquêté sur de nombreuses affaires. Des vols à main armée, des trafics de stupéfiants, des règlements de compte. Mais ce que je préfère, c'est résoudre les crimes. Une des affaires qui m'a le plus marquée, c'est l'histoire de Mamadou. Une légende de Saint-Ouen, un champion de boxe devenu éducateur, qui a disparu brutalement. C'était le 30 août 2013. Une amitié toxique, avec des personnalités aussi attachantes que complexes, comme il y en a souvent dans les quartiers sensibles. Et c'est cette histoire que j'ai décidé de vous raconter. L'affaire dont je vais vous parler a commencé le 2 septembre 2013. Ce jour-là, un homme débarque au commissariat pour signaler la disparition de son frère Mamadou. Il n'a plus de nouvelles depuis 3 jours. Il est inquiet, quoi. Il est stressé, il dit tout de suite que c'est pas normal. Il y a un collègue à lui qui m'appelle le lundi, après-midi. Abou, frère du disparu. Pour me dire que si j'avais pas vu mon frère, parce qu'il était pas venu au travail. Donc j'essaie de l'appeler, pas de réponse. Je demande à ma famille, ma mère. Personne me dit non, on n'a pas de nouvelles. Je retourne à son travail et il y avait toutes ses affaires. C'est-à-dire, il y avait son portefeuille, il y avait les clés de la maison, il y avait tout au travail. Donc de là, je me dis, c'est quand même bizarre. Il y avait même sa moto devant. Moi, je dis, je vais aller chez lui, je vais casser la porte. Peut-être il est dedans. Peut-être il a eu un malaise. On a cassé la porte. Mais non, rien n'avait bougé, tout était nickel chez lui. Pas de problème. Donc c'est là qu'on a commencé vraiment à s'inquiéter. J'y vais au commissariat pour disparition inquiétante. Et donc de là, c'est là que tout est parti. Mamadou, c'est quelqu'un qui est plutôt connu dans la ville de Saint-Ouen parce qu'il est boxeur, il a fait de la boxe professionnelle. Il est devenu éducateur à la Courneuve, donc c'est quelqu'un qui a une aura. Il est plutôt décrit comme quelqu'un de charismatique. Il se fait respecter des jeunes. C'est pas quelqu'un qui a des problèmes particuliers en fait dans sa vie privée ou qui a des problèmes de dépression, etc. Donc, pas une minute on imagine qu'il ait pu partir volontairement. Alors moi, je l'imagine pas du tout. Le procureur, en fait, voit que la personne n'a pas donné signe de vie depuis quasiment une semaine. Monsieur Brunet pense que c'est plus grave qu'une simple disparition et nous saisit en enlèvement-séquestration.
C'est un homme qui est en pleine forme, qui fait 1m90, je crois. Il doit faire 85-90 kilos de muscles. Damien Brunet, procureur de la République. Il est champion de France de boxe. On le voit pas simplement suivre deux personnes qui essaieraient vaguement de le tirer par le bras pour le faire monter dans une camionnette et l'emmener dans un endroit où il veut pas aller. Donc on suspecte un enlèvement qu'on qualifie en bande organisée et à partir de là donc s'ouvre une enquête de flagrance pour un enlèvement qu'on suppose toujours en cours puisqu'on n'a pas retrouvé la victime. On prend immédiatement l'affaire au sérieux parce que Mamadou en fait a disparu de la Courneuve. D'expérience, en fait, il y a des villes comme ça dans le 93 qui, quand elles ont ce type d'infraction, enlèvement, on sait que ça peut être grave, que la vie de la personne peut être en danger. Après, est-ce que c'est un règlement de compte sur fond de stup? Ce qui peut nous faire penser à ça aussi, c'est le fait que sa dernière cellule de téléphone activée soit dans le 60, dans l'Oise, donc au nord de Paris. Et comme c'est un chemin qui est emprunté par les trafiquants de stupes, on se dit, est-ce qu'il est monté chercher des produits stupéfiants? Est-ce qu'il s'est fait interpeller à l'étranger? Est-ce que c'est aussi un échange qui s'est mal passé? Enfin, voilà. Quand j'étais parti dans le bureau, j'avais vu les affaires de mon frère. Il y avait un post-it où il y avait marqué « paire de baskets ». Mais c'était pas son écriture. Paire de baskets, tant de paires de baskets, tel prix, bénéfice, tout ça, il y avait marqué tout ça. Abou, son frère, nous dit rapidement que Mamadou, en fait, avait pour projet, en fait, d'aller acheter 2000 paires de baskets à 10 €, qu'il aurait revendu plus tard, plus cher, en faisant une petite marge. Et il devait faire, en fait, cette transaction avec un de ses amis, qui n'est pas identifié pour le moment. Donc l'objectif, le vendredi, quand on est saisi, c'est d'identifier, en fait, la personne qui aurait pu aller dans l'Oise avec lui. Le frère du disparu mène l'enquête. Abou, le frère de Mamadou, il joue effectivement un rôle assez clé en fait dans l'enquête. Il va jouer un peu l'intermédiaire en fait entre l'entourage de Mamadou et nous quoi. Donc il va nous faciliter quand même la tâche pour disons que ça va accélérer les choses en fait. Il n'aime pas forcément trop la police, mais je pense qu'il est surtout inquiet pour son frère. Il a peut-être peur en plus qu'on fasse pas notre travail. On n'est pas des endormis. On sait comment ça se passe la rue, on sait comment ça se passe dehors. Je vais pas attendre comme ça attendre que la police fasse son travail. On se dit, peut-être il y a quelque chose, peut-être il est dans un endroit, il peut pas bouger, il peut pas s'en sortir, il faut qu'on vienne. Donc, je suis allé sur l'ordinateur, j'ai rentré son portable, et ils m'ont localisé un endroit, en fait, qui était dans l'Oise. Donc on est allé dans les bois. Il faisait froid. On avait des bâtons pour toucher comme ça le sol, regarder. Je suis allé 2 fois de suite pour chercher. Et je l'ai indiqué à la police. Le frère de la victime, immédiatement, il est très actif. Très actif. Alors ça se comprend d'abord parce que c'est le frère de la victime. Ça se comprend spécifiquement dans cette famille parce que la victime et son frère, très jeunes, vont vivre ensemble. Vraiment. Ils vont vivre dans la même chambre. Le frère de la victime est le frère aîné de toute la fratrie. Il a réussi par le sport. Il a monté sa propre école de boxe à Saint-Ouen. Il donne des cours aux gamins. Donc c'est un modèle qui fait envie. Et je pense que son frère doit probablement le prendre un peu comme un modèle. Abou, le frère de Mamadou, est mis sur écoute parce qu'en fait, on se dit qu'il va peut-être avoir des éléments qu'il nous communiquera pas. Et ça nous préserve éventuellement des représailles parce que c'est quand même assez fréquent en Seine-Saint-Denis qu'il y a un match aller, comme on dit, il y a un match retour. Tu tues mon fils, je tue ton frère. Voilà, t'as tué mon frère, je tue ton cousin. Ou quelqu'un en fait de la même famille qui est pas forcément impliqué dans quoi que ce soit.
Abou, le frère de Mamadou, il parle de façon assez violente en fait en disant que s'il retrouve la personne qui s'en est pris à son frère, il boira son sang ou quelque chose comme ça. Lorsque finalement on décide de le placer sur écoute, on se rend compte qu'il ne se cache pas qu'il envisage une vendetta contre les auteurs qui seront identifiés de l'enlèvement de son frère. Un témoin clé fait basculer l'affaire. Le frère de la victime va présenter un certain nombre de témoins au service d'enquête pour dire il faut entendre ce témoin-là, il a des choses à vous dire. Il a vu mon frère tel jour à telle heure, posez-lui des questions. Le frère du disparu va nous mettre sur la piste de Soufiane, un ami très proche de la victime. Il serait le dernier à l'avoir vu. Et pour nous, il devient un témoin clé. Déjà, j'ai appelé ses collègues pour savoir avec qui il était le vendredi. C'est de là qu'on m'a parlé de l'individu en question. Je l'appelle, je lui dis t'es avec mon frère Il me dit oui. Il me dit d'ailleurs je cherche le joindre, j'arrive pas à le joindre et tout. Et je dis et toi depuis la police t'a pas contacté rien. Il me dit non. Je dis écoute, j'ai le numéro de l'inspecteur, tu vas l'appeler tout de suite. Et demain tu vas aller la voir. Il me dit ok, je vais le faire. Le vendredi soir, en fait, vers 22h, il y a Soufiane, un ami de Mamadou, qui téléphone au commissariat. Il appelle à la demande d'Abou pour expliquer qu'effectivement, que c'est un ami de Mamadou, qu'il est au courant du plan basket, mais il donne pas plus de détails que ça. Soufiane connaît bien Mamadou. Effectivement, ils vont au mariage des uns des autres. Ils sont proches, a priori. Il dit qu'il a vu Mamadou le 30 août, donc le jour de sa disparition, qu'il est allé à la mosquée, qu'il l'a vu à la mosquée, et qu'il l'a redéposé à la Courneuve au local de l'association. Et qu'après, il n'a plus eu de nouvelles. Quelque temps après, en fait, on reçoit des éléments de téléphonie qui nous montrent que Soufiane, il a son portable en fait qui s'active le 30 août dans l'Oise, très proche en fait du lieu du dernier bornage du téléphone de Mamadou. Et là en fait, on se dit que il nous a menti puisque il nous a pas dit en fait qu'il était allé dans l'Oise avec Mamadou. Et ce qui était aussi troublant, c'est que son téléphone était éteint. Et en fait, on sait aussi que quand les mecs font des conneries, ils éteignent leur téléphone. Donc il ne nous dit pas toute la vérité sur ce qu'il sait des circonstances de la disparition de Mamadou. Il y a plein de raisons de mentir pour cacher plein de choses et pas forcément une infraction. À ce moment-là, on ne sait pas pourquoi Soufiane Kachouri ment. Donc, il est placé en garde à vue. Il est impérieux que manifestement cette personne qui sait des choses et qui veut nous les cacher pour une raison qu'on ignore reste à notre disposition pour qu'on arrive à retrouver la victime vivante. Parce qu'à ce moment-là, on n'a que ça en tête. Soufiane est-il témoin ou suspect ? Dès qu'on part sur une garde à vue, de toute façon, on est obsédé par les délais. On a 96 heures, donc 4 jours, c'est court quand même. Parce que, en plus, sur ces enquêtes-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de gens à entendre, il y a beaucoup de sorties à faire où il faut du monde. Si la victime est vivante, tout le temps qu'on perd, c'est du temps qu'on passe à l'éloigner de la survie. On est dans une situation de stress terrible. C'est la plus grosse situation de stress qu'un enquêteur puisse rencontrer. Il y a un enlèvement en cours, selon qu'il fait bien ou qu'il fait mal l'enquête, la victime va décéder ou la victime va être retrouvée vivante. Nous, on a un seul objectif, c'est retrouver Mamadou et arriver au bout de la garde à vue de Soufiane avec un maximum d'éléments et voire même la résolution de l'affaire, quoi. On a 4 jours pour savoir si la personne qu'on a en face de nous est un assassin ou un innocent.
Et on n'a pas le droit à l'erreur, dans un sens ou dans l'autre. Mais donc, à l'issue de ces 4 jours, les policiers ne pourront plus jamais interroger Soufiane Cachouri. C'est fini. Quand je le vois, Soufiane, pour la première fois, effectivement, il est tel que mes collègues en fait l'avaient décrit. Il est très sympa, il est souriant, c'est un gros nounours. Il essaye même de créer un lien en fait avec nous. Il nous appelle par nos prénoms. C'est plutôt quelqu'un d'agréable, donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Il a une licence en droit, il s'exprime très bien. C'est quelqu'un de vraiment très vif, très intelligent. Il n'est pas agressif. Donc, effectivement, on a souvent des gens en garde à vue qui sont parfois un peu plus agressifs, etc. Le ressenti de certains de mes collègues, c'est que Soufiane n'est pas impliqué, en tous les cas, dans la mort de Mamadou, si Mamadou est mort, parce qu'il est trop gentil, quoi, qu'il n'a pas le profil de l'emploi. Après, moi, je me dis que tout le monde peut tuer. En tous les cas, on peut être surpris par le profil d'un tueur. Elle ne se contente jamais de l'impression que les choses peuvent donner. Parce que les fausses impressions, spécialement en matière de criminalité et encore plus de criminalité organisée, sont probablement notre pire ennemi. Bon, en général, quand j'auditionne quelqu'un la première fois, je fais souvent ce que j'appelle des auditions de blonde, c'est-à-dire que je le laisse parler et je le contredis pas. En fait, je crois à ce que la personne me dit, quoi. Je me fais passer pour quelqu'un de naïf, de crédule et voilà, et ça fonctionne très très bien. Je pense que ça fonctionne parce que je sais pas, les hommes se méfient moins des blondes, je pense que. Non mais c'est vrai. Dans cette première audition, je vais être plutôt agréable. Je veux qu'il me raconte d'une façon fluide tout ce qui s'est passé. Je veux établir un contact, en fait. Le capitaine Bouvard paraît calme. À mon avis, elle l'est peut-être pas tant que ça, mais en tout état de cause, elle paraît calme. Je pense qu'elle crée un décalage entre l'ambiance générale et finalement le cocon que devient, la bulle que devient son bureau, où la personne gardée à vue se rend plus compte de cette pression-là. Et donc peut-être que à ce moment-là, soit ça désarçonne, soit ça facilite simplement l'échange. Et donc je pense que une de ses forces réside là. Je veux qu'il me raconte très précisément en fait la journée du 30 août, donc qu'il reprenne en fait les éléments un par un avec le plus de précision possible, parce que moi je pense que c'est aussi dans la précision que des fois on peut confondre quelqu'un. On porte à sa connaissance les éléments qu'on a vérifiés de ses précédentes déclarations. Et en lui disant, vous voyez, ça ne coïncide pas. Vous dites que que vous n'avez pas vu la victime après la matinée à la Courneuve. Or, la téléphonie montre que vous étiez avec elle le soir, enfin en fin de journée, aux alentours de 18h, dans l'Oise. Donc, apportez-nous des explications là-dessus. Il va nous donner une autre version en nous disant en fait qu'il est allé avec lui dans l'Oise, avec Mamadou. Pourriez-vous m'expliquer le déroulement précis de la journée du vendredi 30 août 2013 ? On prend la route pour rejoindre Beauvais. On arrive sur une espèce de parking en demi-lune avec des bois sur le côté droit. On attend une dizaine de minutes et ensuite une grosse Mercedes blanche arrive. J'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Le conducteur de la Mercedes vient vers moi et le passager parle avec Mamadou. Ils se saluent en arabe. Pour moi, ils ont l'air de se connaître. J'entends le clic de mon coffre, et là, je ne savais pas qu'il y avait une troisième personne. Ça va très vite. J'entends une grosse détonation. J'étais en train de crier dans ma voiture en disant « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'étais hystérique. Le sang coulait par son nez ou sa bouche.
Le tireur est venu du côté passager et a sorti Mamadou en le faisant tomber par terre. Il m'a dit textuellement « Si tu ouvres ta gueule, on va découper ton fils, Adam ». J'étais surpris qu'il prononce le nom de mon fils. Je suis parti très vite. Tel qu'il le décrit, c'était vraiment présenté comme une exécution. Et là, du coup, on bascule plutôt sur un homicide, en tous les cas, un potentiel homicide auquel il aurait assisté. On passe d'une disparition à Mamadou qui serait décédé. On a un mode opératoire un petit peu curieux dans la mesure où il est question d'une transaction avec 3 personnes, mais il y en a une qui s'éclipse et qui choisit de passer par le coffre de la voiture pour tuer la victime. Et puis surtout, on se demande pourquoi Soufiane Keshouri a été épargné. Je lui dis, bon, ok, vous avez assisté à l'exécution de Mamadou, qui est votre ami, tout ça. Mais c'est quand même étonnant de pas appeler la police, de pas appeler un ami, ne serait-ce que pour raconter les faits ou se faire un peu réconforter. Enfin, on assiste à un meurtre, c'est quand même particulièrement troublant ou traumatisant et je pense qu'on a envie d'appeler quelqu'un. Et il me dit qu'il appelle personne en fait. Je lui demande en fait pourquoi il envoie des SMS à Mamadou, puisqu'il lui envoie plusieurs SMS le soir du 30 août, alors qu'il a assisté à son exécution. Il me répond qu'en fait il pense qu'il était toujours en vie et tout ça, mais ce qui est pas du tout cohérent avec la description qu'il a donnée de Mamadou décédé, parce que quand on a la tête penchée en avant, qu'on pisse le sang et voilà, les bras ballants et qu'on est plus retenu par sa ceinture de sécurité, il y a quand même de grandes chances qu'on soit mort. Donc pour moi, il a envoyé ces messages à Mamadou pour essayer de s'innocenter, quoi. À la fin de cette première audition, moi j'ai vraiment la certitude qu'il a eu un rôle plus déterminant, plus actif en tous les cas, dans la disparition ou la mort de Mamadou, qu'il nous le dit depuis le début. Quelqu'un qui a rien à se reprocher, il ment pas comme ça. Le compteur commence à tourner parce que il nous reste quand même peu de temps de garde à vue. On a déjà utilisé 2 jours, quoi, et donc il reste que 2 jours. Et là, on sait que voilà, Soufiane, il est intéressant, quoi. Il faut qu'on aille vite et bien, quoi. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Clémentine Arnaud et Guillaume Maury et réalisé par Clémentine Arnaud, Guillaume Maury et Franck Gombert. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Couenne.